Comme le dit ce fameux dicton complètement infondé, baguette de sureau, toujours un fléau. Sorcier, sorcière, étudiant en magie, bonsoir. La baguette magique est une création fabuleuse, vous ne trouvez pas? Elle fait partie intégrante de la vie d'un sorcier. Et comme vous le savez, chaque baguette est unique au même titre que n'importe quel être vivant sur cette terre. Ses facultés dépendent de la particularité du bois utilisé et des éléments prélevés sur une créature magique. Ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'à partir du moment où une baguette trouve son propriétaire idéal, elle lui permettra de révéler tout son potentiel magique. C'est juste fabuleux. Cependant, vous l'aurez compris, la baguette que nous analyserons aujourd'hui est bien loin du fonctionnement des baguettes magiques que nous connaissons. Et ce n'est pas pour rien qu'elle fait partie des artefacts les plus convoités du monde des sorciers. Beaucoup de mystères planent encore autour de cette baguette, et je pense qu'il est grand temps de vous révéler quelques-uns de ses secrets. Installez-vous confortablement, c'est parti pour un épisode sur la première des reliques de la mort. J'ai nommé la baguette de sureau. Mais avant de continuer, je compte sur vous pour me faire un joli expecto patro like. Ça protège la vidéo des détraqueurs et ça m'encourage fortement à vous apporter toujours plus de contenu. Et puis, si vous portez la chaîne dans votre cœur, n'oubliez pas de la partager, en vous remerciant d'avance pour votre aide inestimable. Alors, cette baguette magique, que sait-on sur elle? Commençons par le commencement, ses caractéristiques de fabrication, parce que déjà là, on est sur quelque chose d'assez inhabituel. Si vous avez eu l'occasion de vous informer sur la création des baguettes, vous savez que tous les bois ne sont pas utilisables dans le processus de fabrication. Monsieur Ollivander dit d'ailleurs que seule une minorité d'arbres sont aptes à produire du bois de qualité pour fabriquer une baguette, tout comme une minorité d'humains sont aptes à produire de la magie. Et devinez quel bois ne fait pas partie des matériaux privilégiés chez les fabricants de baguettes? Bingo! Le bois de sureau. Je dois quand même vous préciser qu'il est possible d'utiliser un bois très inhabituel pour une personne qui l'est tout autant. Un sorcier atypique au destin spécial trouvera probablement la baguette de sureau un partenaire idéal. Parlons maintenant du cœur de la baguette, qu'il faut bien avouer est tout aussi spécial que le bois utilisé. Vous l'aurez compris, les poils de licorne et ventricules de dragon ne font clairement pas partie du composé de la baguette. Il s'agit dans ce cas précis du crin de la queue d'un sombral. Après tout, quoi de plus approprié que cet animal emblématique lié à la mort pour créer une des reliques? Même si nous ne savons pas vraiment la façon dont le crin de sombral affecte la baguette, une chose est sûre, elle laisse présager une magie très puissante. Voilà ce qu'il en est de sa conception. Passons maintenant à ses nombreux petits surnoms. Parce qu'il faut dire que contrairement à la pierre de résurrection et à la cape d'invisibilité transmise de génération en génération dans leurs familles respectives, la baguette de sureau a quant à elle été réquisitionnée par de nombreux sorciers différents, avides de pouvoir et a changé de titre en fonction de son possesseur. Ça me rappelle un peu ce chat qui passe de jardin en jardin pour quémander nourriture et caresses et qui possède un nom différent en fonction de la famille chez qui il se trouve. Enfin bref, il faut bien comprendre que beaucoup, mais vraiment beaucoup de sorciers affirmaient posséder une baguette plus puissante que les autres, une baguette invincible, ou même la fameuse baguette de sureau, comme celle que la mort aurait prétendument fabriquée. Et ce, dans le but de se glorifier, d'intimider de possibles agresseurs, ou parce qu'ils pensaient sincèrement posséder une baguette incroyable. Et dans le monde des sorciers, on aime en faire des caisses et des caisses. La baguette de sureau est même connue sous le nom de baguette de la destinée. Alors rien que pour ce titre évocateur de grandeur et de pouvoir, on ne va pas se mentir, n'importe quel sorcier voudrait la piquer à son propriétaire. Vous le savez probablement, la baguette n'a pas vraiment bonne réputation dans le monde des sorciers. Principalement parce que les sorciers qui prétendaient avoir une baguette en bois de sureau étaient le plus souvent des personnes violentes assoiffées de pouvoir. Et si vous ajoutez à ça l'histoire de Biddle le barde, vous obtenez une bien terrible légende autour de cette baguette. D'ailleurs, petite parenthèse, mais saviez-vous que toutes les personnes qui ont revendiqué posséder la baguette de sureau étaient des hommes? Ouais. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est une annotation d'Albus Dumbledore dans les contes de Biddle le barde. Je cite, « Aucune sorcière n'a encore prétendu posséder la baguette de sureau. Vous en penserez ce que vous voudrez. » Fin de citation. Alors, vous en pensez quoi, vous? Dites-le moi en commentaire. Personnellement, je pense que nous n'avons pas assez de données pour pouvoir en penser quoi que ce soit, à part le fait que ces sorciers étaient terriblement imbus de leur personne. Je vous rappelle qu'après tout, des siècles entiers de l'histoire de la baguette restent encore inconnus à ce jour. Il est probable que certains sorciers et certaines sorcières l'aient possédée sans s'en vanter, afin d'éviter d'attirer à eux un nombre incalculable de meurtriers. Ou encore, comme Drago, la posséder sans le savoir, ce qui entre nous n'est pas plus mal au final. Fin de la parenthèse. Essayons maintenant de retracer l'histoire de cette baguette chaotique. Je ne peux pas commencer son histoire sans revenir sur le conte des trois frères. Nous savons que dans le conte, c'est l'aîné des frères qui a reçu une puissante baguette créée par la mort elle-même.
Je ne vous refais pas toute l'histoire car il est juste important de se rappeler que le frère aîné finira assassiné pour s'être vanté d'avoir une baguette qui le rendait invincible. On sait que dans le monde des sorciers, les reliques sont des objets bien réels. Xenophilius Lovegood affirme que les 3 frères en question seraient les 3 frères Pévrel, propriétaires et possiblement inventeurs des 3 reliques. Bah oui, vous vous doutez quand même que le conte a été quelque peu romancé. Vous l'aurez compris, le premier maître de la baguette de Suro serait le frère aîné de la fratrie, Antioche Pévrel. Enfin, jusqu'à son assassinat, après lequel c'est son meurtrier qui en deviendra le nouveau bénéficiaire. Si vous vous demandez comment la baguette de Suro a-t-elle pu changer si vite d'allégeance sans aucune loyauté envers son ancien propriétaire, sachez que comme toutes les baguettes, elle choisit son sorcier. Cependant, elle a une manière bien différente de faire son choix. S'il existe entre nous et nos baguettes un lien sentimental, ce n'est pas le cas de la baguette de Suro qui ne connaît que la loyauté par la force. Autrement dit, la baguette ira toujours là où le pouvoir se trouve. Revenons à la suite de notre histoire sanglante. Après ça, on ne sait pas trop ce que devient cette baguette. Ce n'est qu'au début du Moyen-Âge, dans le sud de l'Angleterre, qu'une puissante baguette de Suro avec des pouvoirs redoutables refait surface dans les mains d'un certain Aymeric, communément surnommé le Mauvais. Vous vous doutez qu'avec un surnom pareil, Aymeric n'est pas quelqu'un d'agréable à vivre et terrorisait même les locaux. Heureusement pour tout le monde, il finit par mourir dans un féroce duel de sorciers. Et c'est un certain Egbert qui récupéra la baguette de Suro. À cette époque, sachez que se taper dessus n'est pas répréhensible par la loi. Il n'existait pas encore de ministère de la magie pouvant contrôler l'usage de la magie noire. Alors, autant vous dire que les duels étaient d'une extrême violence et que les duellistes médiévaux ne faisaient pas long feu. C'est d'ailleurs de cette manière que la baguette de Suro passa de main en main et que nous ne retrouvons sa trace qu'un siècle plus tard. Son possesseur est un adorable personnage du nom de Godlot. Non, je rigole, il est épouvantable ce mec. C'est un sorcier qui étudia et participa activement aux avancées de la magie noire. Il écrira même un ouvrage se nommant Les Grandes Noirceurs de la Magie. Et figurez-vous qu'il parle de sa baguette dans ses écrits. Si je vous assure, ça vous paraît dérangé comme procédé? Attendez que je vous lise l'extrait. Il dit de sa baguette: ma plus malfaisante et subtile amie, avec un corps de Suro qui connaît les voies des grandes noirceurs de la magie. Vous êtes mal à l'aise que ce sorcier considère sa baguette comme une compagne? C'est très bien. Moi aussi. Et ce n'est pas terminé. Il finira par périr dans sa cave où il fut enfermé par son propre fils qui lui subtilisa sa baguette. Voilà. Une nouvelle fois, nous ne connaissons absolument pas la suite de l'histoire, jusqu'à ce qu'elle arrive dans les mains de Barnabas d'Évril au XVIIIe siècle, et qui la surnomma la baguette de Sambucus. Alors ne vous excitez pas trop vite, ça veut juste dire la baguette de Suro, mais en latin. Et il faut avouer que ce n'est pas aussi original que ma plus malfaisante et subtile amie avec un corps de Suro. Mais on fera avec. Alors oui, c'est encore un sale type qui fait vivre un enfer aux personnes environnantes. Mais comme d'habitude, la fin de son règne arriva très rapidement et sera remplacée par un autre sale type nommé Loxias. La baguette de Sambucus n'est plus et fait place au bâton de la mort. Au secours, le bâton de la mort ne servait pas à cuire des gâteaux, mais bien à anéantir toute personne qui déplaisait à son propriétaire. Loxias finira également par mourir et pas de vieillesse si vous voyez de quoi je parle. À partir de sa mort, c'est un peu chaotique, parce que les personnes qui affirment l'avoir tué sont nombreuses, et on compte parmi ses possibles assassins sa propre mère. Cet épisode est vraiment rempli de tendresse, c'est incroyable. Enfin bon, la première relique de la mort arrivera chez le fabricant de baguettes Gregorovitch, et la suite, vous la connaissez. La baguette de Suro aura vu défiler durant des siècles un nombre de bagarres et de meurtres juste impressionnant. Elle sera passée de personne malfaisante en personne malfaisante. C'est assez triste, mais logique. Retenez que la force ne fait pas tout et que l'orgueil n'est pas un péché capital pour rien. Au final, il sera toujours préférable d'avoir une baguette qui vous a choisi vous et pas une baguette de seconde main soi-disant surpuissante ou invincible. Tout simplement parce que les pratiques de magie de l'ancien propriétaire seront peut-être incompatibles avec votre style de magie. La coutume en vigueur veut de toute manière qu'on enterre ou qu'on brûle la baguette à la mort de son possesseur. Et vous comprenez que c'est principalement pour éviter qu'une baguette emmagasine trop de connaissances de trop de maîtres différents, comme a pu l'être la baguette de Suro. J'aimerais conclure sur le fait que même si la légende raconte que la baguette de Suro était considérée comme la meilleure des baguettes et rendait son partenaire invincible, son passage entre les mains de nombreux propriétaires démontre que non seulement elle a été vaincue des centaines de fois par d'autres baguettes et n'a de fait pas tenu sa promesse d'invincibilité à ses acquéreurs. C'est ici que se conclut cet épisode sur la baguette de Suro. J'espère qu'il vous aura plu.
N'oubliez pas en partant votre petit expecto patron like et le partage de cette vidéo si vous trouvez qu'elle vaut le coup d'être vue par vos amis sorciers. Vous ne le savez peut-être toujours pas, mais un sorcier dans sa communauté est un sorcier heureux. Alors suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook ou Instagram, c'est comme vous voulez. Mais sachez qu'ensemble, l'aventure est bien plus passionnante. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.